Ça indique début. Voilà. Bien, bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. La commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France poursuit ses travaux cette nouvelle semaine. Elle aborde aujourd'hui un troisième cycle d'auditions plus axé sur l'électricité, le nucléaire civil, les énergies nouvelles, ainsi que sur le processus de décision gouvernementale qui accompagne tous ces éléments. On entre en quelque sorte dans le vif du sujet. Au cours de ce cycle, conformément à la volonté du bureau et du rapporteur, ces auditions de diverses personnalités ayant exercé des responsabilités importantes dans les années passées et dans les domaines qui intéressent la commission d'enquête seront organisées. Nous ouvrons d'ailleurs ce cycle avec l'audition de M. Yannick Descata, qui, parmi les nombreuses et prestigieuses fonctions qu'il a exercées, a notamment exercé celle d'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique, que vraisemblablement nous qualifierons de CEA à l'occasion de nos discussions, et de président de CEA Industrie dans la deuxième moitié des années 90. Nous vous remercions, M. Descata, d'avoir répondu rapidement à notre sollicitation. Pour des raisons sanitaires, cette audition est organisée en visioconférence, mais je ne doute pas que la distance physique qui nous sépare ne nuira pas à la qualité de nos échanges. Monsieur Descata, vous connaissez assez bien les assemblées parlementaires, puisque vous avez notamment fréquemment participé à des auditions organisées par leurs organes au titre des fonctions successives que vous avez assumées. J'ajoute à cette occasion que seules les activités civiles du CEA entrent dans l'objet des travaux de la présente commission d'enquête. Les fonctions que vous avez exercées au sein du CEA en qualité d'administrateur général vous ont ainsi, par exemple, conduit à éclairer le Parlement dans le cadre de la commission d'enquête sur Superphénix et les filières des réacteurs à neutrons rapides en 1998. 20 ans après, en 2018, vous avez d'ailleurs rendu un rapport à la demande des autorités publiques dont nous ne pouvons prendre connaissance, semble-t-il. Mais ce sera peut-être un des objets de nos échanges cet après-midi. En tant que responsable d'un organisme de recherche fondamentale et appliquée de renom, dont les financements ne sont pas toujours à la mesure des ambitions, vous avez certainement engagé des réformes actées vraisemblablement dans des documents stratégiques internes ou conventionnels avec l'État, prenant en compte le contexte d'alors et dessinant les évolutions alors souhaitées. Monsieur Descata, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux assemblées parlementaires, vous devez prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc, avant de vous laisser la parole pour un propos introductif, je vous prie donc de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Alors, on a eu un petit souci avec le son. On a bien vu le mouvement. Voilà, je crois qu'on vous entend, ça y est. Donc, je le jure. Merci beaucoup. Alors, vous avez été destinataire d'un questionnaire préparé par le rapporteur. Je vous laisse la parole pour un propos introductif et puis nous aurons ensuite, avec le rapporteur et les membres de la commission qui nous rejoindront, des questions à vous poser. Merci beaucoup, Monsieur le Président. N'hésitez pas à me faire signe si le son venait à être difficile pour l'Assemblée. Donc, si je parle pas assez fort, dites-le moi, trop fort aussi, s'il vous plaît. L'image est très bonne et j'espère donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, que l'éloignement ne nuira pas à nos échanges. En guise d'introduction, j'ai voulu faire deux remarques peut-être assez évidentes. La première, c'est que donc j'étais administrateur général du CEA entre 1995 et 1990, c'était il y a 25 ans. Beaucoup de choses ont changé depuis. Les circonstances ne sont plus du tout les mêmes. La société n'est plus du tout la même. Le monde n'est plus le même. Ceci signifie que, bon, on ne peut pas comparer directement, évidemment, la situation présente avec la situation de l'époque. Autre temps, autre mœurs, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais m'attacher à parler uniquement des faits, des faits que je connais pour les avoir vécus. Et merci de m'avoir adressé des questions. Ça m'a permis de remobiliser des souvenirs qui sont très anciens. Donc, je fais au mieux de ma mémoire. Alors, Monsieur le Président,
Donc, vous souhaitiez que je dise, d'une part, ce que me suggère l'objet de la commission d'enquête, et également que je vous fasse part des principaux points, des principaux éléments de la situation du CEA donc, dans cette période. Donc, nous étions dans les années 90. C'était la dernière phase du grand programme national d'infrastructures énergétiques qui avait été lancé dans les années 70. Je crois que tout le monde connaît ce choc pétrolier de 1973 et de la grande priorité stratégique qui a été à ce moment-là mise en place par le gouvernement français, qui était d'acquérir précisément la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France. Ça a été le lancement donc, de ce grand programme électronucléaire français avec 6 tranches par an. N'est-ce pas, nous avons construit 6 tranches par an et après c'est devenu 4 tranches par an. Et je me souviens très bien que lorsque donc le nucléaire devait représenter environ les 3 quarts de notre production d'électricité, je me souviens dans les contacts que j'avais avec les homologues des différents pays, la question était souvent, mais la France a fait un très grand recours à l'énergie nucléaire. Pourquoi ? Et je me souviens que j'avais pris l'habitude de répondre, c'est quelques mots d'anglais, mais voilà, je répondais « no coal, no oil, no gas, no choice ». Et je pense que cette réponse était, comment dirais-je, était assez originale par rapport à l'ensemble des pays, toujours fortement utilisateurs de charbon, de pétrole et de gaz. Donc, ce programme avait cette particularité d'être vraiment une priorité nationale, c'est-à-dire un grand programme d'État partagé par tous. Il était conduit directement par l'État au plus haut niveau et il alignait tous les départements ministériels sur cette politique. Il alignait toutes les forces vives de la nation. Tout le monde, je dirais, tous ceux qui avaient à y contribuer étaient alignés sur les objectifs qui avaient été fixés par le gouvernement, et notamment qui était de pouvoir construire et démarrer 6 tranches par an. Et il faut dire que ça a très bien marché. Dans les années 90, 95, 99, la construction donc, des 34 réacteurs de 900 MW, les 20 réacteurs de 1300 MW, ça c'était terminé, et on était en train de construire les 4 réacteurs dits N4, donc de 1450 MW, et il y avait Superphénix qui fonctionnait depuis 1984. Je fais une petite parenthèse sur les N4. C'était une nouvelle génération avec un saut technologique en matière de... Enfin, il y avait dans le N4 une innovation qui est technologique, qui était un saut technologique en matière de sûreté, qui était un contrôle-commande entièrement numérique, entièrement digital. Donc, c'était déjà le digital qui arrivait. Sinon, c'était un réacteur de 2e génération comme les autres. Et je le mentionne parce que ça a été très difficile. Et si vous avez regardé les plannings, vous avez certainement constaté que ces réacteurs ont pris beaucoup de retard, et c'est à cause de la difficulté, notamment que EDF a eu avec ses industriels pour mettre au point ce contrôle-commande digital. Voilà, donc en un mot, compte tenu des objectifs de la commission d'enquête, oui, la souveraineté et l'indépendance énergétique, c'est possible pour la France et c'est avantageux. Alors, la situation du CEA à l'époque, la situation était la suivante. Le CEA était très clairement, hérité de mes prédécesseurs, hein, le conseil du gouvernement en matière nucléaire, civile et défense. Le CEA était le bras armé du gouvernement. C'était la référence scientifique et technique en matière de nucléaire à l'époque.
Il représentait la France à l'étranger pour le nucléaire. D'ailleurs, les attachés nucléaires sont toujours présents dans les ambassades. Et il était aussi, par sa filiale que vous avez mentionnée, CEA Industrie, le responsable et le garant de la filière industrielle. Donc, CEA Industrie était une holding qui rassemblait donc les filiales du CEA. Il y avait Framatome pour les réacteurs et leurs combustibles. Il y avait Cogema pour ce qu'on appelait le cycle du combustible, c'est-à-dire l'uranium, l'enrichissement de l'uranium, le retraitement des combustibles usés, c'est-à-dire le recyclage des combustibles, et le traitement et le conditionnement, notamment par la vitrification, donc pour mettre en sûreté des déchets de haute activité et à vie longue contenus dans les combustibles usés. Il y avait Eurodif pour l'enrichissement et il y avait Technicatom pour les réacteurs de propulsion nucléaire navale. Ça, c'était donc dans CEA Industrie. Et quelques mots pour terminer. Le CEA, à l'époque, était très proche d'EDF. EDF faisait largement appel aux chercheurs du CEA et aux moyens de recherche du CEA. Ces moyens de recherche, c'était les réacteurs de recherche, c'était les labos chauds, ce qu'on appelle les labos chauds, ce sont les laboratoires qui permettent de travailler sur les matériaux radioactifs. Il y avait aussi toutes les boucles d'essai, moyens donc, expérimentaux en thermohydraulique, tous les moyens de calcul. Et je dirais cette proximité avec EDF a été très, très efficace. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire en propos introductifs. Merci, Monsieur Descata. Au-delà des fonctions que vous avez exercées à la tête du CEA et de CEA Industrie, il semblerait que, au cours du quinquennat précédent, on vous ait sollicité pour émettre un rapport, un avis sur la situation de la filière nucléaire. Est-ce le cas? Qu'en est-il du rapport que vous avez pu commettre? Oui, c'est un rapport qui nous a été demandé donc, à M. Laurent Collet-Billon et moi-même. M. Laurent Collet-Billon donc, était l'ancien délégué général pour l'armement. Et il portait effectivement sur les évolutions possibles de l'industrie nucléaire civile, évidemment. Et donc, nous avons fait ce rapport donc ce rapport avait été demandé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'environnement. Je ne sais plus quelles étaient exactement les dénominations des départements ministériels. Et donc, nous avons remis ce rapport qui a été classifié confidentiel défense. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser la date à laquelle ce rapport vous a été commandé? Je peux essayer de rechercher. Comme il est confidentiel défense, je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas les moyens chez moi d'assurer la sécurité d'un document classifié. Mais je peux essayer. Le travail a été fait. Le travail a été fait début 2018. Alors, bien que le rapport ait été classé confidentiel défense, le ministre des Finances de l'époque s'était penché dans la presse de remarques assez cinglantes, précisant notamment que ça n'allait quand même pas être un rapport qui allait décider de la politique du gouvernement. Comment avez-vous accueilli ces éléments en lien avec la classification de ce rapport en confidentiel défense, alors que vous venez de nous préciser qu'il s'intéressait au nucléaire civil et pas au nucléaire militaire? Monsieur le Président, je ne sais pas vous répondre. Le gouvernement a jugé bon de le classifier défense.
Et un rapport nous a été demandé. Moi, je suis à la retraite, j'étais à la retraite, et j'ai fait le rapport avec M. Collet-Billon qui nous a été demandé, avec d'ailleurs, nous n'étions pas que tous les deux, hein, il y avait plusieurs experts, je dirais, avec nous. Voilà, on nous a fait notre travail. J'aurais du coup une dernière question. Bien que ce rapport ait été classé secret défense, enfin confidentiel défense, quelles sont les alertes sur la structuration de la filière nucléaire, en restant suffisamment large pour ne pas rompre le secret défense, que vous auriez pu émettre à cette époque-là au gouvernement quant à la situation de la filière, alerte qui finalement parfois trouve un peu de résonance aujourd'hui, mais que vous auriez peut-être déjà pu émettre dès 2018. Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment navré, mais tout le début de votre propos a été inaudible pour moi, j'en suis désolé. Pas de souci, je répète. Donc, dès 2018, vous remettez ce rapport qui sera classé confidentiel défense. Alors qu'il s'intéresse au nucléaire civil, avez-vous dans ce rapport émis des recommandations, des alertes quant à l'organisation de la filière industrielle nucléaire, quant au calendrier des décisions publiques à prendre en la matière, et quelles suites, à votre connaissance, ont été données à ces alertes, sans évidemment rompre ce qui peut relever du secret défense. Il semble néanmoins qu'un certain nombre de ces alertes ou de ces constats sont aujourd'hui de notoriété publique. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? C'est vraiment, vous me mettez dans une situation très difficile, Monsieur le Président, parce que moi, j'aimerais bien vous parler de tout ce que j'ai écrit dans ce rapport, mais la loi est ainsi faite que je n'ai pas le droit. C'est de la haute trahison que de divulguer le contenu d'un document confidentiel défense. Il y a eu, effectivement, vous avez raison de le mentionner, un certain nombre de fuites, semble-t-il, qui ne viennent ni de M. Collet-Billon, ni de moi-même. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je n'ai pas tellement envie de m'aventurer sur un terrain, encore une fois, qui me place dans l'illégalité. Oui, il y a eu une fuite, effectivement, dans la presse, donc peut-être que ça, je peux en parler, effectivement, alors, peut-être pour expliquer ce que je peux dire, c'est quelque chose qui est factuel et qui est peut-être en dehors du rapport, c'est que nous avons fait le constat qu'il y avait une désaffection des jeunes pour le nucléaire parce que à l'époque, ils ne voyaient pas d'avenir dans le nucléaire. Les jeunes se tournent évidemment vers l'avenir. Et ceci était préoccupant parce que, je dirais, les compétences disparaissaient. Un certain nombre de professionnels, de tous les métiers, d'ailleurs pas que des ingénieurs, allaient vers des industries plus rayonnantes comme la construction aéronautique ou les énergies renouvelables ou la construction automobile. Et donc, nous avons manifesté une inquiétude sur les pertes de compétences qui nous préoccupaient beaucoup. Et donc, ça, c'était une chose, mais c'est un fait de toute façon. C'est un fait, je veux dire, complètement objectif. Enfin, de l'époque, hein, on était donc début 2018. Et effectivement, nous avions dit que pour que le nucléaire ait un avenir, pour que les jeunes puissent se convaincre que le nucléaire avait un avenir et qu'il fallait se tourner vers cet avenir, il fallait construire. Avenir et faire du neuf, c'est la même chose. Voilà. Donc, nous avions dit cela. Et je n'aimerais pas tellement, Monsieur le Président, je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais je dirais, je ne devrais pas vous parler de ce rapport. J'en suis navré, ce n'est pas moi qui fais la loi, ce n'est pas moi qui l'ai classifié, et j'y suis tenu. Non, mais je comprends tout à fait, Monsieur Descata. Le ministre qui est à l'origine de ce classement en confidentiel défense s'est lui-même épanché dans la presse d'un certain nombre d'éléments contenus dans ce rapport. Il semble donc tout à fait légitime que notre commission d'enquête s'intéresse à ces éléments dont le ministre a lui-même fait la publicité.
Pour le reste, je note la gêne qui est la vôtre. J'entends quand même l'esprit qui est finalement celui qui semble être présent dans les conclusions de vos travaux dès 2018. Et je crois que la date est importante. Et je vais voir dans le fonctionnement de notre assemblée parlementaire quelles sont les règles pour que les parlementaires éventuellement habilités, ce qui n'est pas dans cette configuration-là le cas de notre commission d'enquête, mais puissent s'intéresser à ce document et puissent y avoir accès. Certains parlementaires sont habilités confidentiels défense et on pourra donc tout à fait les solliciter pour qu'ils puissent jeter un œil à ce rapport et peut-être nous donner un avis qu'ils pourraient avoir sur ce rapport. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait déterminant. On vous a commandé à l'époque, Monsieur Hulot et Monsieur le ministre des Finances, un rapport sur le nucléaire qui a été rendu en 2018. Ce n'est pas une date complètement innocente dans les questions que notre commission d'enquête est amenée à se poser. Bien, je vais laisser la parole à Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Descata pour à la fois votre propos introductif et vos réponses. Je reviens peut-être sur votre propos liminaire pour vous demander de préciser la première des choses que vous avez évoquées. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, vous entrez au CEA même en 1982 et vous y êtes aux responsabilités jusqu'en 2000. Donc, je me permets de revenir sur ce point-là pour savoir, d'abord, quand vous arrivez à la tête du CEA, dans quel état se trouve, selon vous, le parc nucléaire à la fois en termes de compétences, en termes de capacité de développement et aussi, peut-être là plus pour la partie CEA, en termes de recherche-développement, qu'il s'agisse des déchets, qu'il s'agisse de la capacité à envisager de nouvelles générations de réacteurs et du rayonnement de cette recherche au niveau international. Oui, monsieur le rapporteur, merci beaucoup. Donc, en fait, en 1982, je suis entré chez Technicatome, qui est donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la filiale du CEA qui est en charge de la propulsion nucléaire navale. Et j'y suis resté 8 ans et ensuite je suis rentré au CEA en 1990 pour m'occuper et créer d'ailleurs la direction des technologies avancées qui était en charge, je dirais, de toutes les activités non nucléaires du CEA, des activités technologiques non nucléaires du CEA, en particulier les activités de microélectronique. Donc du LETI à Grenoble, qui est le laboratoire d'électronique et de technologie de l'information, dont on pourra peut-être être amené à reparler. Et donc, ensuite, j'ai été nommé administrateur général adjoint en 92 et administrateur général en 95. À cette époque-là, donc, nous étions, comme je l'ai indiqué, en train de terminer, enfin, nous, EDF, était en train de terminer la construction donc, des 4 réacteurs N4. Et donc, la situation à l'époque était une situation plutôt de surproduction, c'est-à-dire qu'on avait énormément de production électronucléaire et il y avait beaucoup d'exportations. Donc, effectivement, on était dans une situation, je dirais, confortable en matière énergétique et le CEA a été mobilisé sur l'avenir, c'est son rôle en tant qu'organisme de recherche, et donc les réflexions du CEA et de toute la filière d'ailleurs, avec EDF, avec les autorités de sûreté, portaient sur, finalement, le monde entier est équipé, le monde entier qui fait de l'énergie nucléaire est équipé de réacteurs à eau, bouillante ou pressurisée, dits de deuxième génération. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est, dans une vision, je dirais, d'avenir, c'est est-ce qu'il est possible d'aller encore plus loin en matière de sûreté
Et donc de passer faire un saut quantitatif en matière de sûreté, faire une troisième génération de réacteurs, toujours de réacteurs à eau, mais une troisième génération. Et donc l'idée qui s'est mise en place, c'est est-ce qu'on peut aller suffisamment loin pour pouvoir être sûr qu'en cas d'accident ultime, c'est-à-dire l'accident avec fusion du cœur nucléaire, eh bien, à ce moment-là, on est capable de le contenir à l'intérieur de l'enceinte de confinement, de façon sûre, déterministe, je pourrais y revenir, de façon à ne pas avoir à évacuer les populations environnantes. C'était ça le saut. Ne pas évacuer les populations, même dans le cas de l'accident ultime le plus grave où le cœur du réacteur fond. Alors quand je dis ne pas évacuer, ça veut dire il est évacué brièvement, bien sûr, par précaution. Les populations avoisinantes, bien sûr, sont évacuées par précaution au moment de l'accident, mais comme il ne sort rien de l'enceinte de confinement, elles peuvent réintégrer, je dirais, les lieux aussitôt après l'accident. Voilà, donc c'était ça l'objectif. Et donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait, et qui d'ailleurs a été fait en franco-allemand. À l'époque, il y avait une grande proximité. D'ailleurs, Framatome et le département nucléaire de Siemens, qui s'appelait KVU, ont fusionné. Et le travail a été fait donc entre le CEA, Framatome, EDF et les deux autorités de sûreté françaises et allemandes. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Alors, ce que je viens de dire, c'est divisé en trois secteurs. Le premier secteur, c'est il faut réduire, bien sûr, la probabilité de fusion du cœur, évidemment. Donc, on a visé une réduction d'un facteur 10 de ce risque d'accident ultime avec fusion du cœur. Ensuite, conformément à ce qu'on fait toujours en matière de sûreté nucléaire, eh bien, on postule que ça se produit quand même, malgré tout ce qu'on a pu faire comme précaution, ben ça se produit. Donc le cœur a fondu, et donc il faut maintenir la radioactivité à l'intérieur du confinement pour que rien ne sorte. Et là, il faut des dispositifs spécifiques à inventer, ça n'existait pas à l'époque. Et puis, le troisième point est important, c'est de faire toutes ces démonstrations de façon déterministe. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de probabilité. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de probabilité de fusion du cœur, c'est probabiliste. Beaucoup d'autorités de sûreté s'appuient aussi sur des évaluations probabilistes de sûreté. Mais là, clairement, c'était non, on ne veut pas être uniquement probabiliste, on veut faire une évaluation probabiliste. C'est-à-dire qu'on suppose que ça fond et on doit s'assurer que ça ne sort pas. Donc, ces travaux ont pris des années, c'était un très gros travail. Je vous donne par exemple quelques innovations qui ont été déterminantes. Alors, il y a toutes celles qui ont conduit effectivement à réduire la probabilité à travers l'instrumentation, le contrôle-commande, la multiplication des circuits de sécurité. Et également que je mentionne, parce qu'il n'est peut-être pas unique dans le monde, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup de pays qui ont réussi à le mettre au point, qui est ce qu'on appelle en anglais le core catcher, c'est-à-dire ce qui permet de recueillir le cœur fondu qui passe, dont on suppose que bien sûr il ne reste pas dans la cuve, qu'il passe à travers la cuve, et donc c'est un dispositif qui permet d'étaler le cœur fondu, de le refroidir. Il y a donc des couches de béton particuliers, des couches sacrificielles comme on dit. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais tout ceci a été démontré d'ailleurs notamment dans les installations du CEA à Cadarache, et qui permet également de le refroidir au fur et à mesure qu'on l'étale, de le refroidir, et notamment par des moyens, je dirais, passifs, c'est-à-dire qui ne demandent pas des sources d'énergie, c'est la gravité qui apporte l'eau, etc. Bon. Donc l'ensemble de ces technologies, je dirais, du système complet a été conçu, et il a satisfait à l'ensemble des objectifs. Donc les objectifs sont atteints, et ceci a été homologué par les autorités de sûreté, en France, bien sûr, mais pas seulement. Ça a été homologué par les autorités de sûreté
en Angleterre, donc au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Finlande et en Chine. Voilà, donc il y a 5 pays qui ont, je dirais, homologué donc, je dirais, les performances et les caractéristiques de ce réacteur. Donc, il y en a très peu dans le monde. Excusez-moi, Monsieur Descata, je suis désolé, mais ma question portait sur l'état du parc nucléaire, selon vous, quand vous êtes arrivé aux responsabilités au milieu des années 90. Oui, mais comme je vous l'ai dit, on avait une très forte production, tout fonctionnait très bien, ces réacteurs étaient neufs pour la plus grande partie, et on était plutôt en surproduction. Je vous remercie. Pourtant, dès le début des années 90, certains rapports parlementaires, notamment au Sénat, s'inquiètent de l'effet falaise qu'il y aura et qu'on détecte depuis quelques années maintenant en termes de maintenance des installations nucléaires, étant donné la quantité du parc et puis la durée de vie des centrales et les visites attenantes. Vous, à la fois lorsque vous étiez aux responsabilités au CEA et ensuite entre 2000 et 2003, vous ne ressentez pas ce besoin actuel ou futur de maintenance sur ces réacteurs? Ce n'est pas une question qui se pose pour vous à l'époque? Le souvenir que j'en ai, c'est que la maintenance, bon, clairement, a toujours été une priorité, une priorité du CEA pour ses propres installations nucléaires. Bon, et une priorité, je dirais, d'EDF, c'est une évidence, je pense, pour tous les industriels. La bonne maintenance est la seule garantie de bonne disponibilité de l'outil de production, et donc c'est de loin ce qui est le plus économique, c'est de faire de la maintenance. Il n'y a qu'une chose, c'est que comme il y a beaucoup de réacteurs et que la France est un petit pays, il y avait un problème de dimensionnement de l'industrie pour être capable, donc de la filière industrielle, pour être capable effectivement d'avoir suffisamment de professionnels des différents métiers. Et d'ailleurs, ça a été travaillé en européen, c'est-à-dire que l'on ne s'est pas appuyé que sur l'industrie, je dirais, française, mais aussi très largement sur l'industrie européenne pour avoir suffisamment de professionnels, comment dire, non seulement formés, mais qualifiés. Parce que pour travailler dans le nucléaire, il faut passer des qualifications, je dirais, spécifiques, notamment pour les travaux sous irradiation. Donc oui, c'était une préoccupation. C'était donc, comment dire, les dirigeants s'en occupaient pour avoir les moyens en permanence. Effectivement, la crainte qu'on puisse, mettons, à certains moments, s'il y avait des pics de travaux, ne pas trouver, je dirais, les industriels disponibles à ce moment-là et donc d'avoir des risques sur la disponibilité, etc., était effectivement identifié. C'était un problème de politique industrielle avec, je dirais, la supply, si vous permettez l'expression en anglais, la supply chain. Ce n'était pas l'état du parc, à ma connaissance, qui posait problème, c'était d'avoir suffisamment de supply chain. Est-ce que cette inquiétude a été manifestée à l'époque auprès du gouvernement? Et si oui, quelle a été la réaction du gouvernement de l'époque? Je pense que ce sont des sujets qui sont traités au niveau, notamment du conseil d'administration d'EDF, je suppose, et auquel participent évidemment les représentants de l'État. Oui, je pense que le problème est connu et qu'il faut comment dirais-je, avoir une industrie suffisamment nombreuse, formée et disponible au niveau européen. Pardonnez-moi, je me permets d'insister parce que vous avez été administrateur, vous avez été président du conseil d'administration du CEA, enfin administrateur général du CEA, puis ensuite pendant 3 ans directeur général délégué industrie d'EDF, puis membre du comité exécutif d'EDF. Je me permets d'insister. Est-ce que, à votre connaissance, vous directement ou indirectement, vous avez eu des échanges sur cette question de la maintenance, de la supply chain et de tout ce que ça importe, de tout ce que ça implique en termes de qualité et de sécurité du parc, enfin de sûreté du parc, pardon. La question de la supply chain, c'était de nature, je dirais, à créer des retards. La maintenance devait être faite. Il n'était pas question de ne pas la faire. Donc, si effectivement on ne trouvait pas, au moment où on avait besoin, l'industriel disponible, on prenait du retard.
il ne s'agissait pas de ne pas faire la maintenance. Donc, ce n'était pas lié au niveau, je dirais, de qualité, je dirais, des matériels. EDF n'a jamais mis en service ou n'a jamais démarré une installation, je dirais, si la maintenance n'avait pas été faite avec la qualité requise. Les problèmes pouvaient venir effectivement de création de retard. Ce problème, c'est un problème industriel, excusez-moi, mais banal, dont tout le monde parle. C'était le métier de travail de tous les jours, le métier de l'ensemble du management d'EDF en charge. C'est précisément ma question en fait. C'est-à-dire qu'en tant que responsable chez EDF et avant au CEA, je comprends qu'il s'agit d'un problème industriel et d'un problème de débouchés et de sous-traitants. Pour autant, étant donné le caractère stratégique et sensible de l'industrie nucléaire, on peut imaginer que les responsables de haut niveau d'EDF se posaient la question, anticipaient à plus de 1 ou 2 ans et ne parlaient pas uniquement des installations qui venaient d'être mises en service, mais de ce qui allait se passer dans les 10 ou 20 prochaines années. Donc du coup, je repose ma question. Quels étaient l'état des discussions au sein d'EDF et au CEA lorsque vous y étiez? Et deuxièmement, vous en êtes-vous ouvert avec les membres du gouvernement de l'époque? Je ne sais pas comment répondre à votre question. Nous faisions le nécessaire, et ceux qui étaient en charge, pour pouvoir avoir accès à suffisamment d'un tissu industriel suffisamment fourni sur l'ensemble, je dirais, de la place européenne. Et nous l'avons obtenu. On a eu peut-être, je n'ai pas de souvenir particulier, mais il y a sûrement eu des moments où l'industriel n'a pas été disponible, ou bien il y a eu un retard sur une tranche alors que c'est lui qui devait venir travailler sur une autre, donc ça a mis en retard la suivante. Ça, oui, on a certainement eu à le gérer au niveau de ce qu'on appelle le coefficient de disponibilité, mais à l'époque, il n'y avait pas l'idée que, comment dire, vous savez, monsieur le rapporteur, en fait, j'ai l'impression que vous avez en tête, je dirais, le grand carénage et les travaux, je dirais, correspondants, qui effectivement ont représenté une énorme. Actuelle, à l'époque, on n'était pas dans ce cadre-là. On avait les visites normales, on avait les visites décennales, je dirais, habituelles, et tout ceci était, je dirais, comment dire, nous le pratiquions, nous faisions de la politique industrielle, on pouvait avoir des difficultés, des hauts et des bas, mais il y avait assez d'industrie sur l'ensemble de la place européenne pour que nous puissions faire notre travail. Et si nous le faisions mal, le problème, c'est que ça créait du retard. Mais il n'y avait pas de souci, je dirais, particulier pour pouvoir avoir des professionnels. On les trouvait, éventuellement, on les formait. Il y a toujours eu une école des métiers chez EDF en particulier, si vous voulez. Donc, je pense que je crois deviner ce que vous avez en tête. Il me semble que l'énorme programme de visite décennale pour l'extension, je dirais, au-delà de 40 ans, de toutes les tranches qui arrivent effectivement un peu en même temps, lui, effectivement, a demandé une masse de travail considérable, qui d'ailleurs n'a été connue que tardivement, puisque ça correspondait aux exigences de l'autorité de sûreté sur l'extension de vie. Et vous savez que ces exigences ont été très élevées, puisqu'elles ont été jusqu'à dire, certes, c'est de la deuxième génération, mais pour pouvoir étendre au-delà de 40 ans, nous souhaitons que vous fassiez toutes les modifications qui permettent de se rapprocher au maximum de la troisième génération. Ce que je comprends très bien au point de vue de la sûreté. La sûreté, c'est ça, elle doit progresser en permanence. Donc, c'est très bien, j'approuve entièrement ce que l'autorité de sûreté a dit. Mais la prise de conscience de ce que ceci allait introduire comme masse de travail cumulée sur l'ensemble, je dirais, du parc est arrivée beaucoup plus tard. Je vous remercie. Donc, si je résume, à l'époque, il n'y avait pas d'inquiétude sur le sujet et vous considérez que cette absence d'inquiétude était justifiée. Monsieur le rapporteur, si je peux me permettre, je vous ai dit que c'était une inquiétude, je dirais, une préoccupation de tous les jours dans notre métier pour nous assurer qu'effectivement, nous ne prendrions pas de retard en sachant que de toute façon, la maintenance serait faite et serait faite dans les conditions de qualité obligatoires qui n'ont jamais été, comment dirais-je, sur lesquelles
personne n'a jamais transigé. Je vous remercie. J'en passe à une question sur la 4e génération, puisque c'est effectivement lorsque vous étiez aux responsabilités au CEA que le gouvernement a pris la décision d'arrêter le réacteur Superphénix, qui était, comme chacun sait, un réacteur à neutrons rapides, donc de 4e génération, qui avait pour caractéristique d'absorber la quasi-totalité des déchets nucléaires et avec une technologie radicalement nouvelle, de permettre un approvisionnement en combustible quasi cyclique et donc avec un approvisionnement extérieur très faible, avec d'autres questions en termes de sécurité. Est-ce que peut-être d'abord vous pouvez nous redire un mot, premièrement de la technologie, lorsque vous étiez aux responsabilités, et deuxièmement, du jugement que vous portez sur le fonctionnement de Superphénix à la veille de son arrêt par le gouvernement de l'époque? Donc en fait, Superphénix, réacteur à neutrons rapides, donc surgénérateur, c'est-à-dire qui est capable, grâce aux neutrons rapides, je pourrais donner des indications techniques si vous le souhaitez, mais grâce aux neutrons rapides, il permet de convertir l'uranium 238, qui est le plus abondant, mais qui n'est pas fissile, en uranium 239, qui, lui, est fissile. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est surgénérateur, parce que si on met de l'uranium 238 autour du cœur, il reçoit les neutrons et il fabrique, en quelque sorte, plus de matière fissile qu'on en consomme, je dirais, dans le cœur, d'où le terme de surgénérateur. Donc, effectivement, les neutrons rapides permettent, pratiquement de ne plus faire appel à l'uranium naturel, puisque avec l'ensemble de l'uranium 238 que nous avons sur le territoire national et qui vient de l'enrichissement de l'uranium, par les neutrons rapides, on peut le convertir en matière fissile et donc en combustible. Les neutrons rapides ont une autre caractéristique et qu'ils peuvent transmuter les noyaux radioactifs, je dirais, à vie longue. C'est pour ça qu'ils étaient, les réacteurs neutrons rapides étaient intéressants en particulier pour l'application de la loi Bataille, la loi de 1991 sur les déchets. Vous vous souvenez qu'il y avait 3 volets, d'ailleurs. Vous me demandiez ce que le CEA faisait à l'époque en R&D. Je vous ai expliqué qu'il faisait effectivement travail sur la 3e génération, mais il faisait aussi beaucoup de travail sur la loi de 91, qui est, vous vous souvenez, 3 voies de recherche, 3 voies de recherche, hein, c'est ce que dit la loi, le stockage en couche géologique profonde, l'entreposage de longue durée en surface et subsurface, et en séparation, transmutation. Voilà. Et donc, le réacteur Superphénix avait été fait, en fait, pour sa surgénération, en fait, à l'époque. On pensait que à l'époque, les prévisions étaient d'une très forte croissance, très forte croissance tout court, et donc de l'énergie, bien sûr, ça ne s'est pas avéré. Et donc, lorsqu'il a démarré, je crois qu'en 1984, quelque chose comme ça, il a eu des soucis, je dirais, comme d'ailleurs son ancêtre Phénix avait eu avant lui, je dirais, de mise au point, comme n'importe quelle, je dirais, machine a au départ. Ça, il faut les ingénieurs le savent. Lorsqu'on met au point un matériel, les premiers matériels que l'on utilise, les têtes de série, comme on dit, ou les prototypes, alors passez-moi l'expression parce qu'elle n'est pas jolie, mais c'est celle des ingénieurs, on doit déverminer, je dirais, ce produit. C'est-à-dire qu'on sait qu'au départ, il a plein d'imperfections et il faut donc le mettre au point et l'industrialiser. Bon. Donc, c'est arrivé à Superphénix, qui était une énorme extrapolation de Phénix. C'est pour ça que c'était quasiment un prototype. Je crois que Phénix, ça devait être 125 mégawatts et Superphénix 600. Donc, vous voyez, il y avait un facteur d'échelle important. Et donc, c'était vraiment un prototype. Il a eu des tas de maladies de jeunesse. Et c'est vrai qu'il a été arrêté assez souvent pour réparation. Alors, il a été converti en outil de recherche pour la loi de 1991. Et ensuite, il a été arrêté en 1998, je crois.
Est-ce que Oui, est-ce que j'ai simplement, répondu la fin de ma question, c'était comment est-ce que vous jugez son fonctionnement à la veille de son arrêt par le gouvernement en 98? Eh bien, si vous voulez, il avait, en fait, le souvenir que j'en garde, c'est il avait donc des pannes, des petites fuites internes. Donc, il n'y a pas eu de feu de sodium. Hein, il n'y a pas eu de sodium qui est parti à l'extérieur. Il n'y a eu aucun feu de sodium. Il y a eu des petites fuites qui étaient, je dirais, reprises par les collecteurs, hein, qui sont là pour ça, les doubles enveloppes. Bon, mais n'empêche qu'il fallait les réparer. Et donc, il était effectivement assez souvent arrêté, d'autant d'ailleurs que chaque fois qu'il était arrêté, c'était extrêmement, je veux dire, la période pour obtenir l'autorisation de redémarrage était extrêmement longue. Donc oui, finalement, il était souvent arrêté pour des questions techniques d'une part et pour, je dirais, la procédure de redémarrage d'autre part. Parce qu'un certain nombre d'experts s'accordent à dire qu'après un certain nombre de pannes et de difficultés, les 2 dernières années qui ont précédé son arrêt par le gouvernement, le réacteur fonctionnait. C'est quelque chose qui vous semble correspondre à vos souvenirs? Honnêtement, Superphénix n'était pas sous la responsabilité du CEA. Hein. Donc nous, nous avons apporté notre expertise en matière de neutrons rapides. Mais, honnêtement, monsieur le rapporteur, je n'ai pas le souvenir exact du planning de fonctionnement de Superphénix à l'époque. Je vous pose cette question parce que à la fois la ministre de l'Environnement de l'époque, Dominique Voynet, et encore récemment le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, ont dit, je cite, notamment Lionel Jospin dans un récent papier pour Le Point, que le réacteur Superphénix avait été arrêté, je cite, pour des éléments fonctionnels et financiers, et que, je cite encore, la réussite technique du projet était fortement compromise et sa rentabilité nullement assumée. Est-ce que vous vous inscrivez en faux contre ces propos ? Là, monsieur le rapporteur, comment dire, c'est à l'exploitant qu'il faut demander ça. Moi, je n'étais pas l'exploitant de Superphénix. Je ne peux vraiment pas vous dire ni sur la rentabilité, ni je vous dis, je n'ai même pas en tête le planning précis. Je n'exploitais pas Superphénix. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personnellement, je pense que ce réacteur, comme tous les réacteurs, je dirais, aurait parfaitement bien marché après avoir été purgé, enfin déterminé, comme on dit. Hein. Je ne pense pas. Il n'avait pas de tare qui l'empêchait de fonctionner à ma connaissance. Je comprends votre réponse. Je pose la question autrement. Vous arrivez en 2000 en tant que directeur général délégué industrie d'EDF, qui, sauf erreur, est l'exploitant de Superphénix, qui est arrêté à ce moment-là. J'imagine que vous avez des discussions avec vos équipes industrielles ou avec le comité exécutif d'EDF sur le sujet. Est-ce que, à votre souvenir, la question de l'état de Superphénix et de la pertinence de son arrêt est justifiée? Et deuxièmement, même si ensuite vous ne serez plus aux responsabilités, c'est Phénix, le réacteur Phénix, qui est lui-même arrêté. Est-ce que, de même, vous avez des discussions avec des interlocuteurs au sein d'EDF ou à l'extérieur qui vous permettent d'avoir une idée, même indirecte, de la pertinence de ces arrêts? Alors, lorsque Superphénix a été arrêté, le gouvernement a demandé au CEA de prolonger la vie de Phénix, justement pour pouvoir faire les recherches. On avait besoin de neutrons rapides. Donc le gouvernement a dit j'arrête Superphénix et je demande au CEA de prolonger, c'était jusqu'en 2010 je crois, de prolonger la durée de vie de Phénix. Chez EDF, oui, on parlait de Superphénix parce qu'on parlait de son démantèlement. Il était arrêté, il fallait enlever le sodium, il était contaminé, il a fallu faire une usine pour décontaminer le sodium et préparer le démantèlement. Oui, on a parlé effectivement de Superphénix. La décision a été prise, le réacteur était arrêté depuis 2 ans ou 3 ans et évidemment, personne chez EDF n'était heureux de l'arrêt de Superphénix, qui d'ailleurs n'a pas été compris. Une dernière question. À titre personnel, Monsieur Descata, vous avez une très longue expérience en matière nucléaire, en matière industrielle, en matière de recherche. Est-ce que vous avez un avis sur l'arrêt de Superphénix, puis l'arrêt de Phénix, à titre personnel, en l'état actuel de vos souvenirs et de vos connaissances? Comme je vous l'ai dit, je pense en tant qu'ingénieur que le réacteur Superphénix, après avoir été déterminé comme tous les prototypes,
je dirais, aurait parfaitement bien marché. C'est ce que je pense, mais voilà, c'est le pronostic que je fais avec mon expérience. Et en ce qui concerne Phoenix, oui, puisque j'étais en responsabilité, j'ai effectivement dit au gouvernement qu'on pouvait effectivement prolonger la durée de vie de Phoenix quelques années. Et d'ailleurs, à ma connaissance, tout s'est très bien passé, c'est-à-dire que Phoenix a très bien fonctionné jusqu'à son arrêt, je pense, en 2010. Et donc, les recherches dont le CEA était responsable ont pu se faire dans Phoenix. Vous m'entendez? On vous entend, hein, Vous m'avez monsieur entendu? Descata. Ouais. Excusez-moi, j'ai l'impression que vous m'aviez perdu. Non, non. Bien, on va passer aux questions des groupes politiques. Pour le groupe Renaissance, je vous en prie. Bonjour monsieur, merci monsieur le président, monsieur le rapporteur. Effectivement, moi je viens du territoire proche de Superphénix puisque je suis députée de l'Isère et effectivement on a un peu le sentiment qu'il y a une réécriture de l'histoire de Superphénix qui a lieu après la bataille avec effectivement un ressenti des experts de l'époque qui disaient que Superphénix c'était quand même finalement une expérience assez... sans aller jusqu'à dire dangereuse, mais en tout cas, après coup, on s'est dit que c'était pas le bon modèle et qu'il y avait quand même un certain nombre de fragilités dans le système et que c'était pas le modèle à reproduire. Donc, finalement, une expérimentation à échelle 1, un peu hasardeuse. Donc, à se poser la question si l'argent, à ce moment-là, avait été bien employé. Et effectivement, deuxième question, mais qui du coup est moins liée au sujet nucléaire. Donc je ne sais pas si dans l'organisation des débats, Monsieur le Président, si vous voulez qu'on la pose tout de suite ou si on revient sur les autres sujets après. Mais moi, j'avais une question sur le lien entre les organismes de recherche, sur le lien entre le CEA et l'INES. Et l'INES, qui du coup est le centre de recherche sur l'énergie solaire et l'énergie thermique solaire, et de savoir si la manière dont on a organisé finalement cette sorte de filiation de l'INES aurait pu générer un manque d'argent dans le volet finalement ENR thermique, puisque par ailleurs, on avait possiblement une sorte de compétition des énergies entre elles, avec un effet d'entraînement sur certaines énergies dans lesquelles il y avait beaucoup de recherche, beaucoup de gens employés, et donc peut-être une difficulté à aller de plein pied soutenir la recherche et le développement d'autres énergies que les énergies nucléaires, et donc finalement les compétitions de la recherche entre elles. Et donc je me disais que dans l'historique du CEA, on avait peut-être un regard sur cette vision. Monsieur Descata. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame. Sur Superphénix, comme je vous l'ai dit, moi encore une fois, je vois encore une fois, le CEA n'a pas participé à la construction de Superphénix. Le CEA a une expérience, une expertise en matière de réacteurs à neutrons rapides. Et de ce point de vue-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous l'avez noté, le CEA était utilisé, et ça c'est bien, et c'est très bien, utiliser les compétences du CEA, ses moyens de recherche, les chercheurs étaient utilisés par EDF pour ses propres besoins. Ce que je peux dire en tant qu'ingénieur, c'est que le passage de Phoenix de 125 MW à 600 MW a été une extrapolation dont le coefficient, effectivement, n'est pas habituel. En général, on ne fait pas un tel saut, je dirais, quand on fait progresser une filière. Vous voyez bien le 900 MW, le 1300 MW, le 1450 MW, le 1600 MW. Bon, on progresse, mais là, c'était un saut qui historiquement venait finalement d'une erreur d'évaluation de ce qu'allait être la croissance dans le monde, et on a voulu aller plus vite, et donc on est passé à 600 MW. Aujourd'hui, il y a des réacteurs à neutrons rapides de 800 MW dans le monde qui fonctionnent. Bon. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur Superphénix. Voilà. Je vous donne mes souvenirs et mon avis d'ingénieur. Sur le deuxième point, moi, je ne connais pas très bien l'INES. Je ne suis pas sûr que ça existait quand j'étais au CEA.
Et en tout état de cause, moi je me souviens très bien, quand j'étais administrateur général du CEA, on avait des activités sur, comment dirais-je, c'était l'ADEME, pour apporter les compétences du CEA, en particulier pour tout ce qui est économie d'énergie, thermique de l'habitat, oui, le thermique solaire. Il n'y avait pas au CEA à l'époque beaucoup de recherches sur le photovoltaïque, pas beaucoup. Merci, Monsieur Descata. Je pense que ce serait une question intéressante, notamment peut-être pour vos successeurs. Pour le Rassemblement national, Monsieur Tanguy. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Descata. Je voudrais commencer avec l'analyse que vous avez faite sur la nécessité de produire plus ou moins d'énergie. J'ai essayé de mettre en rapport... Je ne vous entends pas, excusez-moi. Vous m'entendez? Excusez-moi, alors, allez-y. Vous m'entendez là? Je ne vous ai pas entendu au début. Oui, c'était essentiellement pour vous saluer. Mais ensuite, j'ai essayé de mettre en rapport deux éléments que vous avez donnés sur l'analyse de la nécessité de produire plus ou moins d'énergie. Vous avez parlé dans les années 90 d'un contexte de surproduction. Et ensuite, quand on a parlé de Superphénix dans les années 80, vous avez dit que les concepteurs de Superphénix avaient anticipé un besoin d'énergie très important. Et vous avez dit, sauf erreur, qu'il n'avait été pas avéré. Moi, je me pose la question. C'est ce qu'en fait, là, dans les années 90, c'est au contraire là où les planificateurs, les décideurs n'ont pas manqué de discernement. On pensait qu'on aurait besoin de moins d'énergie, alors que déjà vous saviez très bien qu'il faudrait un jour remplacer le pétrole, qu'il faudrait remplacer le gaz, qu'à l'échelle mondiale, c'est pas que la France a consommé moins d'énergie, c'est qu'elle a transféré une partie de sa production dans des pays tiers, mais en importation, si on prend les importations, la France a sans cesse consommé plus d'énergie. Donc c'est difficile quand même de croire qu'aujourd'hui, on pouvait planifier d'avoir besoin de moins d'énergie. On ne comprend pas aujourd'hui à quel moment des planificateurs ont pu croire que les sociétés occidentales et la société française allaient avoir besoin de moins d'énergie. Par ailleurs, le qualificatif de surproduction est quand même très subjectif, parce que le fait qu'une puissance comme la France puisse exporter de l'énergie, c'est pas une surproduction. Dans ce cas, ça veut dire que l'Allemagne est en surproduction, que la Chine est en surproduction de son industrie. Non, pouvoir exporter de l'énergie, c'est plutôt bien. Donc le qualifier de surproduction, c'est pour moi déjà une erreur d'anticipation. Ensuite, vous dites que vous avez planifié, alors j'ai essayé de comprendre les questions de monsieur le rapporteur, enfin les réponses que vous avez apportées à monsieur le rapporteur, mais vous répondez sans cesse que la stratégie d'approvisionnement de supply chain a été faite au niveau européen. Mais sauf erreur, monsieur Descata, il n'y a pas de programme nucléaire européen. Il y avait un programme nucléaire français qui devait être souverain. Donc à quel moment des responsables français qui sont responsables du programme nucléaire français planifient une industrie au niveau européen? Je fais le lien avec ce que vous avez dit sur le programme franco-allemand. Vous avez qualifié le programme franco-allemand de recherche nucléaire comme un succès. Je vous rappelle que le partenariat franco-allemand a amené non seulement à la dissolution de ce partenariat, oui. Excusez-moi, votre dernière phrase, je ne l'ai pas entendue. Juste la dernière, le reste, j'ai très bien entendu. Sur le partenariat franco-allemand, vous avez parlé... Quand vous parlez de l'Allemagne. Oui, l'Allemagne, franco-allemand. Vous avez parlé d'un succès. Je vous rappelle, sauf erreur, que ce partenariat a abouti d'une part à la dissolution de ce partenariat, à la condamnation par un tribunal arbitral de Siemens à une amende de 650 millions d'euros pour ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles et d'avoir fricoté avec les Russes dans le dos de Siemens. Et par ailleurs, peut-on concevoir l'EPR, première version, l'EPR finlandais et l'EPR de Flamanville comme un succès? Je n'en suis pas sûr. Ensuite, si vous voulez, on essaie de comprendre, il y a une période visiblement de transition dans les années 90 ou 2000 où un certain nombre de décisions ont été soit mal prises ou pas prises. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le conflit, visiblement, entre la direction d'EDF d'une part, la direction d'Alstom d'autre part, et la direction d'Areva en troisième part, si je puis dire, qui visiblement a produit à des conflits de personnes et qui ont pris des décisions industrielles contraires à l'intérêt national et en tout cas contraires à la convergence des choix technologiques et industriels qui avaient amené la force du programme que vous avez décrit en introduction dans les années 70 et 80 sur le succès du plan Mesmer. Enfin, pareil, je ne comprends pas, quand vous parlez des décisions des années 90 à 2000, vous ne gérez pas une usine de machines à laver. Vous saviez déjà qu'il y aurait un effet
falaise par définition. Si vous avez fait un programme monumental de MESPER, vous saviez très bien qu'il y aurait un jour un effet falaise si les réacteurs n'étaient pas remplacés. Donc c'est pas en lançant un pauvre réacteur à Flamanville en 2007 et même s'il y avait eu Penly en 2012 qu'on prévoyait l'effet falaise. Donc je ne comprends pas, surtout que ça suppose en fait d'avoir déjà anticipé le grand carénage et d'avoir même anticipé la prolongation des centrales à 40, 50, 60 ans. Sinon, il y a un effet falaise. Donc je ne comprends pas. Les années 90 et 2000 sont critiques dans les prises de ces décisions. Qu'est-ce qu'il y a des décisions politiques ou industrielles qui ont été prises? Sincèrement, je n'arrive pas à le comprendre avec les éléments que vous nous avez donnés. Vous avez parlé de Superphénix, certes, mais il y avait quand même l'anticipation d'Astrid. Est-ce que oui ou non, quand vous y étiez, entre Phénix d'une part prolongé, Superphénix arrêté, est-ce que vous y avez déjà un projet d'Astrid qui, de mémoire, est lancé plus tard par Jacques Chirac? Est-ce que c'était en cours? Est-ce qu'on a perdu du temps? Et un autre domaine qui est peu évoqué dans le nucléaire, où on a sans doute perdu du temps du point de vue du CEA, c'est le réacteur Osiris. Et là, je crois que c'est au moment où vous y étiez. Osiris était un réacteur vieillissant. Le réacteur qui devait prendre sa suite a eu des retards monumentaux. Pareil, dans ce domaine-là, quelles ont été les décisions qui fait qu'aujourd'hui, sauf erreur, Osiris est arrêté et la France ne dispose pas de son successeur? Je vous remercie. Merci, Monsieur Tanguy. Monsieur Descata, pour ces, du coup, 6 questions. Oui. Merci beaucoup. J'ai noté à la volée. Alors, en 1990, les besoins d'énergie, quand je vous dis qu'il y avait surproduction, c'est ce qui était dit à l'époque. Simplement, d'ailleurs, je crois que la production d'électricité nucléaire était de 80%, et donc le surplus était 80% de la totalité de l'énergie produite, et donc une partie importante était exportée, et effectivement, à mon avis, c'est très bien, hein, je pense que c'est tout à fait parfait que la... Je voudrais vous dire quand même que, à ma connaissance, quand il a été décidé de faire Flamanville 3, il n'a pas été décidé de faire Flamanville 3 et 4. D'habitude, on construit toujours les réacteurs par paire. Il y a 1000 raisons que je peux expliquer pour lesquelles c'est infiniment plus, comment dirais-je, rentable et efficace de construire par paire. Au passage, d'ailleurs, si on avait construit Flamanville 3 et Flamanville 4, personnellement, je pense que Flamanville 4 serait déjà en service. Bon. Donc, tout simplement parce que quand il y a un souci sur l'un, les équipes passent sur l'autre, donc il n'y a aucune perte de temps. Et puis, si un matériel, je dirais, n'est pas disponible, le gars, on le prend sur le deuxième, et donc on ne perd pas de temps non plus. Donc voilà, il y a 1000 raisons pour lesquelles. Et à l'époque, et d'ailleurs, localement, les gens auraient souhaité accueillir la paire de réacteurs. Mais ce sont les conditions, comment dirais-je, de production d'énergie qui ont conduit à dire non, on n'a pas besoin de 2 réacteurs, on va être dans une surproduction, on ne saura pas vendre l'électricité, on ne saura pas quoi en faire. Donc, je n'y étais pas, hein, donc ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, mais on ne saura pas quoi en faire, et donc il faut en faire qu'un. Donc, si vous voulez, mais je réponds à votre question, encore une fois, avec mes souvenirs et au plan historique, c'était bien, je dirais, ce qui était vu, je dirais, à l'époque. Ensuite, sur la supply chain, je m'a fait comprendre quand je disais au niveau européen, c'est-à-dire sur la place européenne, ce n'était pas une politique européenne, hein, bruxelloise, hein, c'était simplement le fait que toute l'industrie européenne travaille ensemble. Et d'ailleurs, si vous allez voir les différents participants de la supply chain, je dirais d'EDF, vous verrez des tas de sociétés de tous les pays européens. Y compris d'ailleurs à Flamanville. C'est tout à fait normal, c'est très simple, c'est des caractéristiques, je dirais, de l'Union européenne. Donc c'est ça que je voulais dire. Et ensuite, sur l'EPR, bon, j'ai entendu ce que vous avez dit sur la relation franco-allemande, c'est exact. Quand j'ai dit que c'était un succès, alors ça, il faut que je m'arrête 2 secondes là-dessus, c'est un sujet sensible. Ce que je dis, c'est que la conception de l'EPR est un succès, c'est-à-dire que c'est
pratiquement le seul réacteur troisième génération aujourd'hui. Le réacteur AP1000, qui est le réacteur américain dit troisième génération, n'est pas de troisième génération, sauf qu'il n'est pas déterministe. La démonstration a été faite de façon probabiliste, ce qui convient aux autorités de sûreté, je dirais, américaines, qui ne convient pas aux autorités de sûreté françaises, qui veut une démonstration déterministe. Ce que l'AP1000 américain ne peut pas faire. Ne peut pas faire, parce qu'il n'a pas ce fameux dispositif dont je vous parlais tout à l'heure, notamment, même s'il a plus de sûreté passive, je dirais par ailleurs. Donc, il ne serait pas autorisable en France, à ce que j'ai compris. Bon. Donc oui, l'EPR est un des seuls réacteurs à avoir réussi à atteindre le niveau de la troisième génération de par sa conception. Ensuite, effectivement, sa construction à Flamanville a été effectivement très difficile pour plusieurs raisons qui sont connues, donc je ne m'étends pas, mais je suis tout à fait prêt à le développer devant vous si vous le souhaitez. Moi, j'en vois à peu près 3 raisons. Une raison massive et des facteurs aggravants. La raison massive, c'est qu'on a arrêté de construire des centrales nucléaires pendant plus de 10 ans, que pendant cette durée-là, le métier de maîtrise d'un très grand chantier comme celui, je dirais, de construction d'un réacteur nucléaire a été perdu. Parce que ce métier de maîtrise d'un aussi grand chantier, c'est un métier qui est difficile, qui est, je dirais, peu répandu. On ne trouve pas beaucoup de gens qui ont ce métier-là. C'est un métier qui ne s'acquiert que par la pratique et par l'expérience. Et en l'occurrence, là, il a été perdu par manque de pratique. Voilà. Et donc, cette maîtrise insuffisante du chantier provoque évidemment des retards, des reprises. Et tout le monde le sait, les surcoûts essentiels viennent de l'allongement du planning. Hein, comme on dit dans la profession, un chantier qui dure, c'est un chantier qui coûte. Voilà. Et donc, il y a eu des retards considérables et donc des surcoûts considérables. Un facteur aggravant a été que, je vous ai dit tout à l'heure combien la conception de l'EPR a été travaillée et ciselée, parce que c'était très difficile, ce n'était pas gagné d'avance qu'on y arrive. Je rappelle qu'encore une fois, à ma connaissance, c'est un des seuls, je sais que le chinois ne l'est pas, je sais que l'américain ne l'est pas, est-ce que le russe l'est? Je ne sais pas, je ne le connais pas, donc je ne peux pas dire, mais c'est en tout cas un des seuls, peut-être le seul réacteur de troisième génération qui existe, je dirais, déterministe, j'insiste, qui existe, je dirais, au monde. Donc ça a été effectivement un succès, mais du coup, ce qui à l'époque paraissait comme ancillaire, parce que ça paraissait simple, qui est de s'occuper du béton, d'avoir ce qu'on appelle la constructibilité, c'est quelque chose qui est facile à construire sur la logistique, sur les emménagements, sur la coordination des corps de métier, etc. Tout ça, ça a été, je dirais, renvoyé à plus tard. Ça a été insuffisamment travaillé. Et lorsqu'effectivement le Flamanville 3 a été construit, ces difficultés de construction qui n'ont pas été éliminées, des porte-à-faux sur les murs qui consistent à mettre du béton partout, etc., ce qui est compliqué, ce qui ensuite crée d'autres problèmes induits. Je pourrais vous en citer beaucoup. Il suffit d'aller à Flamanville en écoutant les équipes. Je dirais, ces difficultés-là ont de nouveau fait perdre du temps et conduit à faire des reprises. Et c'est beaucoup lié au béton, hein, et aux emménagements et au soudage. Voilà. Bon, donc, facteur aggravant, coût et délai. Il y a un troisième facteur aggravant, induit par ce qui précède, qui est que beaucoup de matériel mécanique et électrique ont été installés sur le site au début, parce que c'était le moment. Après, il y a eu tous ces retards. Et donc, ils sont restés installés sur le site très longtemps et ils ont vieilli sur le site. Et ils se sont dégradés sur le site. C'est de la maintenance. Voilà, il y a des points de rouille à enlever, il y a des joints qui ont séché, qu'il faut changer, il y a des connecteurs, je dirais, dont il faut revoir, je dirais, l'isolement, etc. Donc, des tas de reprises de maintenance finalement à faire parce que les matériels sont restés inutilisés sur le site pendant longtemps. Ces matériels-là sont faits pour être utilisés. Un matériel de ce genre qui n'est pas utilisé se dégrade. Donc, c'était un troisième facteur aggravant. Mais ça n'a rien à voir avec la conception, je dirais, du réacteur qui lui donne sa sécurité de troisième génération. C'est ça que je voulais dire.
Ensuite, vous m'interrogez sur le conflit de personnes dans un certain nombre d'entreprises que vous avez citées. Dans TAC, oui, ça a été vu et c'est certainement regrettable. L'effet falaise. Alors, l'effet falaise sur le fait qu'on aurait à remplacer effectivement les réacteurs ultérieurement. Donc là, je comprends que ce n'est plus l'effet falaise de tout à l'heure. Monsieur le rapporteur nous parlait d'effet falaise sur la maintenance. Là, c'est l'effet falaise sur le remplacement du parc, si j'ai bien compris. Bon. Alors, cet effet falaise, il était parfaitement connu. Et si on a travaillé sur la 3e génération, c'est bien pour être capable de remplacer la 2e génération par quelque chose qui était beaucoup mieux, enfin, en termes de sûreté, tout au moins, qui était la 3e génération. Donc oui, on savait très bien qu'effectivement, on aurait à la remplacer, et donc on a travaillé la 3e génération. Et puis on s'est arrêté de construire. Ensuite, oui, vous disiez effectivement un seul réacteur n'y suffit pas, mais ça j'en ai parlé tout à l'heure, le réacteur unique de Flamanville. Astrid, non, Astrid n'était pas du tout en vue, enfin à mon époque, hein, pas du tout. On était, bon, j'ai raconté ce que je sais de Super Phoenix et de Phoenix. Je pense que Astrid est arrivé beaucoup plus tard. Et Astrid, lui, est un réacteur à neutrons rapides qu'on appelle Gen 4, hein, c'est-à-dire la 4e génération. C'est-à-dire, c'est encore, je dirais, un pas de plus dans le cadre, je dirais, d'un groupement international de pays qui s'intéressent, je dirais, à l'avenir du nucléaire, qui serait donc un réacteur de 4e génération au sodium. Quant à Osiris, ce que vous avez dit sur le fait que Osiris finirait par avoir une fin de vie, c'est tellement exact que j'ai moi-même lancé, c'était juste avant que je parte d'ailleurs, j'ai moi-même lancé le projet de réacteur destiné à remplacer, on avait le temps à l'époque, hein, on avait largement le temps, j'y étais pris une dizaine d'années avant, hein, mais ça m'avait paru ce qu'il convenait de faire. Et donc, j'avais lancé le projet du remplaçant d'Osiris et que nous avons appelé avec le haut-commissaire qui était à mes côtés, Robert Dautrey, nous avons appelé le réacteur Jules Horowitz, parce qu'il se trouve que M. Horowitz était le père de la physique des réacteurs dans le monde, un grand chercheur du CEA qui venait de décéder. Et donc, en son honneur, le remplaçant d'Osiris a été appelé réacteur Jules Horowitz. Et effectivement, l'histoire montre qu'il a pâti des mêmes problèmes que ceux que je viens d'évoquer, donc qui affectaient toute la filière, je dirais, française. Et donc, on trouve les problèmes de RJH, du réacteur Jules Horowitz, donc RJH, ressemblent beaucoup à ceux que l'on voit à Flamanville 3 pour les mêmes raisons. Merci beaucoup. Alors pour la France Insoumise, il n'y a personne. Pour les Républicains, Monsieur Dubois. Oui, Monsieur Escala, je vais faire appel à votre mémoire récente. En 2018, vous transmettez au ministre Nicolas Hulot et au ministre Bruno Le Maire de relancer immédiatement la construction de 6 EPR pour redonner des moyens industriels à la filière nucléaire. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme réponse à ce rapport? Et comment vous pouvez expliquer pourquoi le président Emmanuel Macron attend 2022 pour changer de position et donc relancer quelque chose? Merci de votre réponse. Monsieur Descata. Alors, puisque c'est vous qui avez donné une information, monsieur le député, je vais de ce rapport, hein, donc je vais la compléter. En fait, ce que nous avons expliqué avec mes collègues, c'est que si on voulait relancer la construction de réacteurs, ce qui nous paraissait nécessaire pour, comment dirais-je, réintéresser à la filière nucléaire et à l'avenir les gens qui partaient, et notamment les jeunes qui se détournaient du nucléaire, il fallait effectivement faire un palier.
il fallait faire un palier parce que la construction de un réacteur, je me suis exprimé tout à l'heure sur la construction de un réacteur, je pense que ça ne colle pas. Bon, il faut construire un palier. J'ai aussi essayé d'évoquer rapidement pourquoi un palier était comment dirais-je, bien plus efficace. Et là, l'idée, si vous... on était précisément sur la voie du renouvellement du parc, c'est-à-dire d'arrêter les réacteurs anciens le moment venu, de les remplacer par ces réacteurs de troisième génération. Et il fallait que ce soit économique. Génération. Alors, si vous pouvez reprendre, il y a 15 secondes, Monsieur Descata, on a eu un petit saut avec la connexion. Si vous pouvez reprendre au début de votre paragraphe. Alors, attendez, le paragraphe dans ma tête, c'était... donc, ce que je disais, c'est que... vous étiez sur le palier. Voilà. Oui, c'est ça. Je dis que pour nous voulions faire passer l'idée que pour pouvoir à la fois donner de la visibilité à la filière, reconquérir les professionnels pour qu'ils ne quittent pas la filière ou qu'ils y reviennent, pour que les jeunes se tournent vers la filière, il fallait annoncer un palier. Annoncer un réacteur n'est pas significatif, je dirais, de l'avenir d'une filière. Donc, il fallait annoncer un palier. L'autre raison était économique. Je disais, le nucléaire a le potentiel d'être économique, très économique et compétitif. Pour exprimer ce potentiel, il faut faire une série. Mais c'est comme toutes les autres énergies, toutes les autres activités industrielles d'ailleurs. Si aujourd'hui, je dirais, le photovoltaïque, par exemple, ou les éoliennes, c'est pareil, voient leur coût diminuer de façon extrêmement intéressante, c'est par le nombre, c'est bien par la courbe d'expérience et par le volume. Bon. Donc, le nucléaire, si on veut on veut exprimer son potentiel économique, il faut lui donner ses chances, l'effet de série. Voilà. Et alors, ensuite, la question a été, mais l'effet de série, ça commence à combien? Et en fait, il est assez facile de voir, parce qu'on a pu faire les études, que ça commence au-delà de 6. Voilà. À partir de là, on voit vraiment un effet de série et une réduction, je dirais, significative du coût de construction et donc du coût de revient, puisque comme vous le savez, c'est essentiellement le coût de construction qui fait le coût du kilowattheure nucléaire, le coût du combustible compte pour peu. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avions proposé, effectivement, de faire ces trois tranches, je dirais, à minima et plus, effectivement, dans la perspective du renouvellement du parc, c'est évidemment beaucoup plus, comme le montre d'ailleurs le rapport du RTE. Hein. Je n'y reviens pas, vous le connaissez, le rapport du RTE qui donne le panorama en 2050, on voit bien, je dirais, le nombre de tranches qu'il faut pour remplacer les réacteurs, sachant que les réacteurs de deuxième génération peuvent certainement aller au-delà de 40 ans. Je crois que c'est une réponse que je n'ai pas faite à M. Tanguy, mais je peux la faire maintenant. C'est que tous les gens, si vous voulez, du nucléaire savent très bien que 40 ans, c'était la durée, je dirais, initiale, mais que tous les réacteurs, je dirais, peuvent aller largement au-delà de 40 ans. Et d'ailleurs, il y a plein de réacteurs dans le monde qui, effectivement, ont largement dépassé les 40 ans. Et vous savez très bien qu'il y en a qui sont autorisés à 60 aux États-Unis et que même ça va vers 80. Bon, voilà. Et certains parlent de plus. Bon, alors moi, je ne pense pas que, à titre personnel, je ne pense pas qu'il faille aller, je dirais, dans cette voie. Mais si on veut rester dans une norme, je dirais, raisonnable d'extension de durée de vie, le renouvellement, effectivement, du parc nucléaire demande effectivement de construire activement des réacteurs de nouvelle génération, comme on le voit dans le papier du RTE. Alors maintenant, quelle réponse avons-nous eue, M. Dubois? Eh bien, aucune. Je n'ai eu... Donc, le dossier a été... le rapport a été remis, il a été classifié, et je n'en ai plus jamais entendu parler. Merci, M. Descata. Les autres groupes, personne n'est présent. Je donne la parole à Mme Brulebois qui avait une question. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur.
Vous l'avez dit, nous avons été 10 ans sans construire de centrales, donc nous avons perdu une culture nucléaire et surtout la motivation des jeunes. Je me souviens il y a 30 ans de la motivation et de la passion de nos jeunes pour s'engager dans la voie du nucléaire. Alors, on avait pour projet de construire une université des métiers du nucléaire. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce qu'à votre avis, nous formons suffisamment à tous les niveaux de réalisation d'une centrale? Et vous l'avez rappelé, en août 2018, le CEA annonçait l'abandon d'Astrid, un réacteur de 4e génération, qui est capable de consommer les produits issus du recyclage des combustibles usés. Et c'est un projet qui s'inscrivait dans la ligne de Phoenix et de Superphénix, arrêté en 1999, en même temps d'ailleurs que le projet du Grand Canal Rhône-Rhin dans ma circonscription. Donc cet arrêt d'Astrid ne remet-elle pas en cause la stratégie et la capacité française de traitement des combustibles usagés? Et dans ce cas, la France ne risque-t-elle pas de se trouver déclassée dans le domaine du nucléaire civil, là où d'autres, comme la Russie et la Chine, avancent à pas de géant et investissent dans la recherche et le développement? Merci, madame. Alors, sur l'université des métiers du nucléaire, non, en fait, je sais qu'elle existe, évidemment. Hein, je sais que beaucoup de gens s'en occupent, et des gens très qualifiés, très compétents. C'est fait partie du plan Excel, à ma connaissance, d'EDF, qui a bien perçu, je dirais, ce besoin. Qui est effectivement lié à la désaffection que l'on a connue, désaffection pour le nucléaire. Est-ce que c'est assez? Je n'ai pas les informations, madame, je ne les connais pas, mais je suppose que ce problème a été suffisamment identifié, suffisamment, comment dirais-je, mûri, parce qu'il est, comment dirais-je, il est assez évident. Hein. Donc, pour que comment dire, on ne fasse pas de demi-mesure et que on fasse je sais pas comment dire, la quantité d'efforts nécessaires pour effectivement renouveler la pépinière et renouveler, je dirais, le réservoir, je dirais, des compétences dont on aura besoin, parce que bon, les départs en retraite en plus continuent, si vous voulez, donc il y a non seulement à rattraper le retard, mais aussi à remplacer ceux qui partent. Donc oui, je pense que c'est sûrement quelque chose qu'il faut faire de façon très, très, très massive, et à ma connaissance, je pense que les jeunes remanient. Nous avions indiqué dans notre rapport, où l'on voyait la façon dont les promotions, par exemple, à l'Institut des techniques et sciences nucléaires, l'INSTN, l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, qui est l'endroit où de formation du CEA, la désaffection à travers, je dirais, à la fois, je dirais, les candidats, hein, où les écoles d'ingénieurs de catégorie A, il y avait pratiquement plus de candidats qui venaient à l'INSTN, et puis au génie atomique en particulier, et puis le nombre de candidats baissait aussi. Donc je dirais, les indicateurs, ils étaient quantifiés, on savait les mesurer, on le voyait. Il semble que la tendance puisse commencer à s'inverser. Bon, donc ce sera certainement à vérifier. Et en ce qui concerne ensuite Astrid, donc le sujet, si vous voulez, de génération 4, c'est exactement comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur génération 3, donc c'était il y a 25 ans. On était encore en train de construire la génération 2 que nous au CEA, nous sommes intéressés, nous avons lancé le travail sur la génération 3. Et effectivement, je pense qu'il faut aussi maintenant lancer le travail sur la génération 4 qui, comment dirais-je, aura sa place. En plus, il y a un cadre international qui s'y prête bien, qui n'était pas le cas à l'époque, avec ce groupe international, donc Génération 4,
Oui, c'est certainement un élément important pour l'avenir du nucléaire, compte tenu des propriétés physiques, c'est de la physique nucléaire pure, bon, compte tenu des caractéristiques physiques très intéressantes des neutrons rapides, en particulier pour la surgénération, donc pour la gestion du combustible, et aussi pour la réduction de la quantité de déchets de haute activité et à vie longue. Pas de haute ou moins haute, mais de déchets à vie longue. Merci bien, Madame Pouzireff. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Descata, on parle pour les problèmes qu'a connu le PR, effectivement, d'une perte de compétences. Pendant plus de 10 ans, on n'a plus construit de réacteurs. Il y a peut-être aussi une raison qui est liée aux exigences nouvelles en matière de sûreté suite à Fukushima. Moi, je voulais vous questionner, avoir votre sentiment sur d'éventuels problèmes de maîtrise d'œuvre sur le projet, sur donc la période qui court depuis fin des années 90 et années 2000, puisqu'on a eu d'abord les rapprochements entre Framatome, Cogema, les restructurations industrielles en fait qui sont faites autour de Areva, Framatome et puis ensuite d'EDF. Avez-vous un sentiment sur le fait qu'on a perdu quelque chose en ligne aussi dans ces années-là en matière de compétences, de maîtrise d'œuvre dans la fabrication des réacteurs, sachant que EDF jusqu'à présent était plus un exploitant qu'un fabricant? Oui. Alors, sur les exigences nouvelles en matière de sûreté, donc, en fait, la troisième génération, elle a été, je l'ai dit plusieurs fois, donc je ne vais pas m'y attarder, vous faire perdre du temps. La troisième génération a été inventée pour faire un saut vraiment quantique, un saut important en matière de sûreté nucléaire. Donc, ça correspondait véritablement à la sûreté. Alors ensuite, sur les exigences en matière de sûreté, si vous voulez, je crois que nous avons une autorité de sûreté qui est réputée, je dirais, pour ses exigences et comment dirais-je, ses compétences. Bon. Donc, ça, c'est très important. Il ne peut pas y avoir de nucléaire sans avoir une autorité de sûreté forte et compétente. Et donc, c'est normal que l'autorité de sûreté soit exigeante. Vous savez, on applique ce principe de sûreté qui est qu'on doit utiliser le meilleur des connaissances disponibles. Donc voilà, c'est ça qui fait que la barre, si je puis dire, de la sûreté ne cesse d'augmenter. Et c'est bien, parce que c'est consubstantiel, je dirais, du nucléaire et de son avenir. Effectivement, à la suite de Fukushima, il y a eu des réévaluations de sûreté qui ont été faites et il y a eu des tas de dispositions qui ont été, qui permettent de donner de la résilience aux centrales qui ont été, je dirais, demandées par les autorités de sûreté et qui sont en cours d'implémentation, à ma connaissance, chez EDF. Donc, moi, je trouve ça tout à fait positif. Les demandes faites par l'autorité de sûreté, je vous dis, sont en cours d'implémentation. Sur la restructuration de la filière, c'est vrai que EDF est un exploitant, comme vous l'avez dit, mais quelque part, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit que je pense qu'un des facteurs clés de succès de la construction du parc à l'époque, ça a été l'alignement de tous les acteurs, vraiment depuis le plus haut niveau de l'État jusqu'à tous les professionnels des entreprises, l'alignement sur les objectifs, je dirais, du programme. Je pense que tout ce qui va dans le sens, je dirais, déjà d'aligner la filière. Tout à l'heure, on parlait de problèmes de personnes, des alignements évidents. Bon,
tout ce qui déjà fait que la filière s'aligne elle-même, c'est son travail de le faire, donc de s'aligner sur un chef de file, je pense que ça va dans le bon sens. Je pense que c'est important à un moment où on se prépare, si ceci est confirmé, à reconstruire des réacteurs en série. Bon. Donc, les restructurations qui ont été faites vont dans le sens de cet alignement de la filière, et je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Ce n'est pas encore complètement, je pense, acquis. Voilà. Puis après, il y aura l'alignement de tout le monde avec la politique du gouvernement, d'ailleurs, avec nouvelle délégation interministérielle qui a été créée, qui justement a pour but de veiller à cet alignement de l'ensemble des, si j'ai bien compris, des textes que j'ai lus dans le journal officiel, bon, sur la politique nucléaire du gouvernement. Bien, est-ce que... oui, alors je ne l'ai pas dit, excusez-moi, Monsieur le Président. Évidemment, c'est sous-entendu, je ne l'ai pas dit, mais je précise, c'est que effectivement, c'est logique d'aligner. Quand on dit qu'on aligne la filière, il faut qu'il y ait un chef de file pour veiller à l'alignement. Bon. Et ça me paraît bien que ce chef de file, ça soit EDF. Merci. Est-ce que des membres ont encore une question à poser ? Si ce n'est pas le cas, Monsieur Descata, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de notre commission d'enquête. Je retiens beaucoup de choses de votre audition. D'abord, la place de la volonté politique au plus haut niveau de l'État pour mener à bien un programme aussi ambitieux que le programme électronucléaire français. Et avec les échanges que nous avons eus aujourd'hui et le regard au long cours sur votre carrière et l'histoire électronucléaire française, et des échanges aujourd'hui, je m'interroge sur notamment les raisons qui ont conduit au classement confidentiel défense de votre dernière contribution finalement à la réflexion stratégique sur ce sujet-là, et je ne manquerai pas de saisir la délégation parlementaire au renseignement pour que nous puissions évaluer les façons dont nous pourrions accéder à vos travaux qui éclaireront là aussi nos propres travaux sur la meilleure façon de reconstruire un processus décisionnel à même de réarmer la France en matière de souveraineté énergétique. Je vous remercie et je donne rendez-vous aux membres de la commission d'enquête à 20h pour l'audition de M. Bréchet. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés de votre écoute. Et donc, je suis bien sûr à votre disposition. Merci. Merci de votre attention. Au revoir, Mesdames et Messieurs.